Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Je m'appelle Pauline Desroulèdes, je viens d'avoir 30 ans et j'ai changé de vie il y a bientôt 2 ans à la suite d'un accident dont j'ai été victime. J'avais une vie bien rangée, j'étais épanouie, je travaillais dans le domaine de la télé. C'était un monde qui me plaisait et j'adorais mon métier. J'étais très, très sportive. J'ai toujours été très, très sportive et ça a toujours été d'ailleurs un rêve de petite fille de vouloir faire du sport de haut niveau, mais pas forcément poussée plus que ça par mes parents. J'ai pris un autre chemin, mais depuis 2 ans, j'ai retrouvé ce chemin en fait. Enfin, j'ai trouvé ce chemin puisque à la suite de mon accident, j'ai décidé de participer aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris. De me fixer un objectif ambitieux pour s'en sortir, tout simplement, puisque dans cet accident, malheureusement, j'ai perdu ma jambe gauche. Et le sport a toujours été mon moteur, m'a toujours permis de m'épanouir. Et là, je pense que plus que tout, il fallait qu'un objectif sportif ambitieux comme les Jeux pour pouvoir continuer à vivre et à survivre. Alors Voilà. moi, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu dans le temps parce que là, vous avez un superbe esprit de synthèse. En 15 lignes, vous avez résumé la situation qui est loin d'être une situation simple et banale, hein. Alors moi, j'aimerais que vous me disiez qui vous étiez petite fille et j'aimerais qu'on campe le personnage. J'ai donné beaucoup de fil à retordre à mes parents d'ailleurs, puisque j'avais toujours besoin d'être dans l'action. J'ai d'ailleurs souffert pendant mes études, pendant ma scolarité, parce que j'étais vraiment pas faite pour rester assise sur une chaise. Donc c'est vrai que j'ai pas très très bien vécu les années d'école, de collège et de lycée, parce que j'avais l'impression d'être en décalage. Et voilà, la seule matière où j'excellais, c'était le sport. Donc c'était déjà ça. Moi Quel type de sport? Vous avez fait du sport à côté de l'école, j'imagine, si vous étiez débordante d'énergie. Peut-être que vos parents se sont dit, tiens, allez, on va l'inscrire à plein de clubs pour qu'elle puisse libérer cette énergie, c'est ça? J'ai fait beaucoup de sport, j'ai vraiment essayé beaucoup de sport, mais c'est vrai que très rapidement le tennis a été vraiment le sport dans lequel je me suis le plus investie. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai oublié de préciser que moi j'ai grandi et vécu à Paris depuis toujours. Je suis une vraie Parisienne et c'est vrai que le sport a toujours rythmé ma vie. J'ai tout essayé, je pense, l'athlétisme, la natation, les sports de combat. Voilà. Et c'est vrai que le tennis, c'est peut-être le sport auquel j'ai le plus accroché et où j'ai fait de la compétition parce que moi, j'ai toujours voulu faire de la compétition. J'aime l'adrénaline de la compétition. Et du coup, très jeune, j'ai commencé à faire des petits tournois et voilà. Et d'ailleurs, j'ai très vite compris du coup que je pouvais pas faire sport-études, enfin en tout cas pas faire ce métier-là de ma vie parce que je commençais trop tard, parce que j'ai pas été dans un circuit, on va dire professionnalisant dès le plus jeune âge, parce que c'est quand on veut faire ça, il faut commencer très jeune et rentrer tout de suite dans une structure adéquate. Donc je me suis dit que pour garder un pied dans le tennis, j'allais passer un diplôme à l'âge de 15 ans pour pouvoir donner des heures de cours à des enfants dans mon club et que ça allait me garder un lien avec le sport que j'aimais et aussi le contact avec les enfants que j'ai toujours beaucoup aimé. Et ça me permettait de m'entretenir, on va dire, pour la forme. Donc j'ai fait de la compétition en tennis jusqu'à l'âge de 20 ans, parce qu'après, malheureusement, c'est une question de temps. J'avais plus le temps. Ça a d'ailleurs été toujours mon problème. Je courais toujours après le temps.
Et parce que j'avais une vie bien remplie, parce que j'ai commencé aussi après mes études, après un bac ES, à travailler tout de suite dans le domaine audiovisuel à l'âge de 17 ans, puisque moi j'ai tout de suite compris que la vie active était faite pour moi, que j'avais besoin d'être sur le terrain, pas assise en classe. En tout cas, j'étais pas la meilleure à cette place-là. Et du coup, j'ai commencé à très vite travailler et finalement à être peut-être dans les extrêmes, mais ça a toujours été mon souci, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais la semaine, le week-end, je donnais mes heures de tennis. Le matin, j'allais très tôt au sport tous les jours. Enfin voilà, tout à outrance. Mais bon, ça me permettait de garder la forme et d'être dans un bon rythme parce qu'il fallait suivre. Et d'ailleurs, mon entourage devait suivre la cadence. Alors, il y a un moment de fracture dans votre vie, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un accident, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors avant cet accident, il faut savoir que voilà, moi j'ai reçu une éducation où j'ai été aimée, on a pris soin de moi, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait pour me protéger. Et c'est vrai que comme tous les enfants, tous les jeunes, on grandit peut-être le plus possible à l'abri des accidents, de ce que peut être la violence d'un accident. Et voilà, moi j'avais peur de tout avant d'avoir été victime moi-même de cet accident. Je détestais l'hôpital, la vue du sang, les piqûres. Je savais pas finalement ce que c'était un accident. Et c'est vrai que ça a été très très brutal puisque il s'agit pas d'un accident de la route classique. Le 27 octobre 2018, il se trouve que j'étais garée sur le trottoir, assise sur mon scooter que j'avais voilà, j'avais coupé le moteur, j'avais mis la béquille et j'attendais ma copine. Et je ne sais pas pourquoi cette fois-là, je ne l'ai pas accompagnée acheter des fleurs. Je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai gardé mon casque, ce qui est plutôt d'habitude inconfortable de garder son casque. Et pourtant, ça m'a sauvée puisque j'ai été percutée, fauchée par un automobiliste et qui m'a projetée à plusieurs mètres. Et j'ai très rapidement perdu connaissance, mais tout de suite, la première chose que j'ai vue, c'était ma jambe, malheureusement, qui était arrachée. Et là, ça va très très vite. Hein. J'avais déjà lu des choses, voilà, quand on a une expérience proche de la mort, mais c'est vrai que de la vivre, c'est quand même très particulier parce que on, on prend tout de suite conscience qu'on a la chance d'être en vie, qu'on respire, qu'on voit, qu'on entend, qu'on est lucide. Moi, il se trouve que j'étais très lucide dans cette situation extrême. Et ben, j'ai gardé toute ma lucidité. Je pense que c'est le fameux instinct de survie voilà, qui nous saisit dans ces moments-là. Et j'ai tout de suite compris, en fait, en voyant en ayant la vision de ma jambe, que ma vie allait être différente. Et j'ai l'habitude de dire il y avait une Pauline d'avant et que désormais il y avait une Pauline d'après. Et je pense encore, 2 ans plus tard, je pense que la Pauline d'avant, elle est restée sur ses pavés et elle n'est plus là. En tout cas, je suis quelqu'un de différente. J'ai été obligée d'être différente. Et de toute façon, quand on vit quelque chose de très brutal comme ça, quel qu'il soit, un drame, ça nous change, ça nous bouleverse voilà, dans la chair. Donc, et encore plus quand on a un membre qui disparaît. Donc, c'est vrai que ça a été très violent. Heureusement, j'ai eu la chance d'être très bien prise en charge par voilà, des passants. Ma copine Tiffen qui m'a tout de suite aussi rejoint, qui m'a soutenue dans cette détresse parce qu'à ce moment-là, évidemment, on est dans une détresse. Et à côté de ça, encore une fois, on est en vie et on comprend pas ce qui nous arrive, mais on se laisse porter, on lâche prise. Moi qui n'avais jamais lâché prise de ma vie, je pense que c'est peut-être la seule fois où j'ai été obligée de le faire et que je l'ai d'ailleurs fait volontiers. Et j'ai eu la chance d'être transportée à l'hôpital militaire de Percy, puisqu'ils estimaient que la blessure que j'avais était ce qu'on appelle une blessure de guerre. Pas commune dans ce qu'on peut trouver dans les accidents de la route. Et, euh, et du coup, je suis, voilà, j'ai été à cet hôpital. Et c'est vrai que dans mon esprit, ce qui me protégeait, c'était de me dire qu'on allait me recoller ma jambe. On allait pouvoir le faire. Je sais pas, je me disais qu'une jambe arrachée, ça n'existait pas. Donc, on pouvait faire tout de nos jours. Et c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée en arrivant à l'hôpital avant de rentrer au bloc pour la première opération que j'ai subie. Et là, tout de suite, un médecin m'a dit que ça n'allait pas être possible.
Donc je me suis endormie là-dessus et c'est vrai que là, on se laisse encore une fois porter par la morphine, les médicaments et on subit. Et moi, c'était une nouvelle situation de subir parce que j'ai toujours détesté ça. Mais bon, pas le choix. Donc là, on rentre dans un tunnel de lourde opération, d'anesthésie générale tous les 2 jours pour changer le pansement parce que c'est trop douloureux de le faire réveiller. Et voilà. C'est un peu comme dans une machine à laver où on n'a aucun repère, que ce soit à l'hôpital, les soignants, voilà, des nouvelles têtes qu'on rencontre. C'est très déstabilisant. Heureusement, encore une fois, moi, j'ai depuis le départ été portée par ma famille, par mes proches, mes amis qui sont venus tous les jours. Ils étaient tellement nombreux que j'ai eu plusieurs rappels à l'ordre parce que je faisais rentrer trop de monde dans ma chambre d'hôpital. C'est pour vous laisser imaginer l'amour qui m'entourait. Donc ça, c'est une chance inouïe. Je j'aurais pas pu m'en sortir toute seule. Et d'ailleurs, au début de ma convalescence, je me disais souvent que je ne restais pas en vie pour moi parce que je savais même plus si j'avais encore envie d'être en vie dans cet état-là, avec une jambe en moins, et que c'était pour eux que je restais. Et ça, c'est très important. Et après, ça nous donne de la force de se battre. Donc voilà, c'est ce que j'ai dû faire. Donc il y a eu 4 mois quand même où j'ai beaucoup subi, que ce soit les douleurs, le fait de réaliser tous les soirs à nouveau que bah voilà, que ma vie allait être différente, mon corps a été touché, que voilà, que pour moi c'était peut-être la pire chose parce que c'était encore une fois mon moteur, que ce soit dans le sport ou dans le métier que je faisais qui était physique. Donc voilà, c'était un peu voilà, la machine à laver, j'arrive pas à le dire autrement. Et au bout de 4 mois, j'ai pu remarcher avec une prothèse. J'ai fait mes premiers pas, dont je me souviendrai toute ma vie évidemment. Et c'est une sensation particulière parce que on réalise pas que ça peut arriver quand j'étais quelques mois avant dans la douleur, dans les pansements, dans les opérations. Je me disais pas que j'allais pouvoir remarcher aussi vite, que j'allais avoir la force de le faire. Et en fait, encore une fois, on n'a pas le choix et on suit le mouvement. On est très bien soigné. J'étais très bien soignée, très bien entourée. Ça aussi, je pense que toutes les personnes de l'ombre qui m'ont aidée d'une manière ou d'une autre ont été essentielles à ma reconstruction. Et c'est vrai que les premiers pas que j'ai faits, ça m'a, évidemment beaucoup chamboulé, puisque c'est le début de la renaissance, c'est le début de la nouvelle Pauline, debout, dans l'action. Et à partir de là, je suis rentrée du coup dans une phase de rééducation où du coup j'étais à nouveau active. Et donc ça me plaisait forcément beaucoup plus parce que c'est une période où on nous demande de nous renforcer sur le plan musculaire, d'être dans l'action, de faire du sport, donc avec d'autres gens autour de soi qui, pareil, sont en convalescence, sont en rééducation. Et moi, la chance que j'ai eue dans cet hôpital, c'était que j'étais entourée de militaires. Et j'avais toujours eu une admiration pour le corps militaire, pour ces combattants. Et là, de les côtoyer au quotidien, d'être à côté d'eux, en train de se reconstruire, ça a été vraiment une expérience magnifique. Ils m'ont porté, ils m'ont donné la force de m'en sortir, ils m'ont vraiment inspiré sur le plan de l'attitude aussi. Je pense que autour de moi, il n'y a jamais personne qui se soit plaint parce qu'on considère tous qu'il y a toujours pire que soi et qu'on a la chance d'être en vie. Et ça m'a vraiment inspiré, ça m'a porté, ça m'a montré l'exemple à suivre. Et d'ailleurs, très rapidement, la première phrase que m'avait dite un chef de service quand j'avais été admise à l'hôpital, c'était OK, il te manque un truc, c'est vrai, mais dis-toi que tous tes projets, ils sont juste reportés et que maintenant, tu es un de nos jeunes soldats. Et c'est vrai que c'est resté dans ma tête et que je me considérais comme un petit soldat, modestement, parce que j'étais juste une civile. Mais c'est vrai que ce conditionnement, finalement, m'a aidé à avancer. Et au bout de 8 mois d'hospitalisation, de rééducation, j'ai pu sortir de ma seconde maison, finalement, puisque l'hôpital de Percy, c'était devenu ma maison. Un endroit où je me sentais bien. C'est un peu
c'est un peu paradoxal, mais c'est un endroit où on est très bien soigné, on est très entouré, on a toute l'attention, on prend sur nous, on prenait soin de moi. Donc c'est vrai que de sortir de cette bulle très sécure, ça a été aussi le saut dans le grand bain, puisqu'il se trouve que c'était un été, je suis sortie un été où il faisait particulièrement chaud, et ça a été vraiment l'épreuve du feu parce que du coup j'étais avec ma prothèse que je devais porter, donc fallait la supporter avec la chaleur parce que c'est sûr que c'est pas très très confortable, et surtout le regard des gens qui forcément l'été en short c'est difficile de cacher sa prothèse, donc il fallait affronter aussi ce regard-là, la tête haute. J'en ai jamais voulu à personne voilà d'avoir le regard un petit peu bizarre sur moi parce que je pense que j'aurais été dans la même situation. C'est la prothèse, visuellement ça se voit, ça attire l'œil, donc c'est normal de regarder. Mais c'est vrai que qu'il faut quand même le vivre, il faut quand même pouvoir le vivre, notamment à la plage. Euh, voilà, c'est un nouveau corps que j'ai dû commencer à m'approprier, et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais encore une fois, très bien entourée, avec mon harem de proches, d'amis, de famille. Je me sentais protégée, et c'est vrai que ça me donnait beaucoup de force. À partir du moment où je suis rentrée en rééducation, j'ai donc repris le sport à outrance, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et, euh, je me souviens d'ailleurs que je me faisais virer des salles de kiné le soir parce que je faisais des heures sup et qu'il fallait éteindre les lumières. Et voilà, j'étais épuisée le soir, mais c'était une bonne fatigue. Et c'est finalement peut-être une fatigue que je retrouvais, la fatigue et la bonne fatigue qu'on aime quand on a fait un vrai effort. Au-delà du simple fait de réapprendre à marcher, parce que avec une prothèse, il faut apprendre quelque chose qui est normalement inné, la marche. Il faut voilà, réapprendre toute la technique de la marche, trouver son équilibre. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Et c'est vrai que il y a quelque chose de très important que j'ai j'ai oublié de dire, qui date du début. La première fois que je me suis réveillée, donc après mon opération, le jour de mon accident, quelques heures après, en salle de réveil, j'ai dit à ma famille, mes proches, je veux faire les Jeux paralympiques de Paris 2024. Ça a été tout de suite la phrase que j'ai dite. Euh, je pense que je l'ai prononcée, cette phrase, d'abord pour les rassurer, pour leur dire que ça allait aller et que j'allais transformer ce drame qui venait de m'arriver, mais que j'avais cet objectif et que j'allais m'y tenir et que ça allait me porter jusqu'en 2024 pour, euh, pour réussir, remplir cet objectif. Et c'est vrai que ça a toujours été mon fil conducteur à mesure que les mois passaient. À partir du moment où j'ai pu rentrer en rééducation, j'avais en tête cet objectif-là qu'il fallait voilà, enclencher. Et parallèlement aux journées de rééducation que je faisais à l'hôpital, j'ai postulé à un programme de détection qui s'appelle La Relève, qui a été mis en place par le Comité paralympique en vue justement des Jeux à Paris pour essayer de dénicher des espoirs, hein, du sport français. Et j'ai été sélectionnée pour cette journée, et j'ai rencontré du coup plusieurs fédérations à l'issue d'une journée d'ateliers, de tests physiques, etc. Et tout de suite, c'est vrai que la Fédération française de tennis m'a approchée du fait de mon passif de joueuse valide. Voilà, ils ont vu le potentiel. En tout cas, ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont dit que non seulement j'allais pouvoir faire les Jeux, mais que j'avais une chance de médaille. Ils m'ont invité à Roland-Garros. J'ai rencontré le champion français Stéphane Houdet, qui est numéro 1 français, qui m'a dit, parce que moi c'était un vrai blocage psychologique de faire du tennis en fauteuil, parce qu'il faut savoir que en handisport c'est obligatoirement en fauteuil, et je refusais catégoriquement de faire mon sport en fauteuil. Pour moi c'était voilà, c'était trop diminuant, c'était pas une bonne image. Je pense que j'avais beaucoup d'a priori sur le handicap, hein, comme c'est encore le cas encore en France. Et donc, je ne voulais pas me mettre en fauteuil. Et j'ai rencontré ce champion qui m'a dit cette phrase qui a été, voilà, qui a été un déclic, hein. Il m'a dit, tu sais, Pauline, moi, j'arrive debout sur le court de tennis, je me mets en fauteuil, je fais mon match et je repars debout. Et c'était une façon de me dire, en fait, c'est pas parce que tu vas faire du tennis en fauteuil et tu vas voir, tu vas t'éclater,
que ça te dispensera de pouvoir être debout dans la vraie vie. Parce que moi, ça a toujours été très important, à partir du moment où j'ai pu remarcher avec une prothèse, d'être debout. Parce que je sais que j'ai la chance de ne pas être en fauteuil tous les jours et que j'ai la force physique pour tenir le choc. Et voilà, moi, depuis le départ, l'idée, ça a toujours été de me dire, je peux faire tout comme avant. J'ai pas de handicap. En tout cas, j'y pense le moins possible. Et ça me permet de me surpasser et de faire tout comme une personne valide, finalement. Donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré Stéphane, voilà, ça a été, je me suis vraiment dit, bon, je vais peut-être quand même essayer parce que effectivement, je peux faire ce sport en fauteuil. Je peux peut-être aller même un petit peu loin, enfin en tout cas faire un beau parcours. J'ai quand même cet objectif des Jeux à remplir. Essayons. Et j'ai essayé, et j'ai testé avec Aurélie Somariba qui est devenue ma coach et j'ai totalement adhéré et ça m'a rassurée parce que j'ai tout de suite ressenti que ça allait être assez physique pour moi, que c'était pas du tout reposant d'être sur le fauteuil. Donc j'ai beaucoup aimé tout de suite et la Fédé m'a proposé une structure d'entraînement de sportifs de haut niveau dès septembre 2019, donc quelques mois après ma sortie de l'hôpital. J'ai tout de suite commencé cette nouvelle vie à m'entraîner tous les jours, que ce soit sur le terrain de tennis ou en préparation physique, pour préparer cet objectif, encore une fois, des Jeux paralympiques à Paris, avec d'autres échéances évidemment d'ici 2024, mais avec vraiment cet objectif en ligne de mire. Et voilà, et c'est vrai que c'est une nouvelle vie avec une jambe en moins. Je suis partagée parce que j'adorais ma vie d'avant, mais j'ai appris à aimer celle de maintenant. Donc, bien sûr, on a toujours un fond de nostalgie sur celle qu'on était avant, et bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Je suis d'ailleurs la première à souvent parler de l'envers du décor, qu'on n'a pas forcément envie de montrer tout le temps, mais je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas toujours des très bons moments. Peut-être qu'on a plus de mauvais moments qu'une personne qui est en bonne santé et qui va bien. Mais ça fait notre force aussi. Et voilà, c'est peut-être quand on est tombé bien bas qu'on peut remonter peut-être encore plus haut qu'avant. Et je pense que depuis 2 ans, j'ai quand même fait des choses extraordinaires que je n'aurais pas du tout fait dans ma vie d'avant. Et pour ça, je suis remplie de gratitude et j'essaye encore une fois tous les jours de transformer ce drame en quelque chose d'autre, tout simplement. Alors, Pauline, vous êtes une femme exceptionnelle et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes la première audacieuse qui ne m'a pas laissé la place pour une seule question. Ah, je suis désolée, non, mais Non, c'est mais mon c'est problème, pas ça. grave. Non, je vous provoque un petit peu parce que ce que vous avez dit est tellement construit. On sent que c'est le fruit de toute une traversée, de tout un périple, de toute une réflexion. Vous avez sûrement déjà raconté votre histoire. Vous la racontez sûrement aussi à vous-même. C'est sans doute comme une espèce de corde à laquelle on se tient et puis on continue le chemin. J'aimerais bien que vous me parliez un tout petit peu quand même, parce que tout ça est formidablement, c'est une chaîne, c'est bien construit, ça s'enchaîne bien, les maillons rentrent bien les uns dans les autres, et c'est formidable parce on vous sent forte. Parlez-moi quand même un tout petit peu, pour ceux qui ont moins cette force-là que vous, de ces moments qui sont compliqués à gérer. Je veux dire, il y a des petites montagnes russes, j'imagine. Ces petits moments de creux, comment vous faites pour relever le menton et puis, allez hop, remonter la pente? Oui, effectivement, il y a des moments de creux. C'est les montagnes russes, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça. À l'époque de l'hôpital, d'ailleurs, je disais souvent que plus je rigolais, plus je passais des bons moments entourée de mes proches, plus je savais que le soir, Mm. j'allais le payer cher. Mm. Et d'ailleurs, je disais aussi que je pense qu'à l'hôpital, j'ai pleuré tout ce que j'avais pas pleuré depuis 27 ans. J'ai beaucoup pleuré. Et ça va peut-être répondre à votre question. Je pense que la première des choses pour traverser les moments difficiles, c'est de les accepter. Ça peut paraître très banal, très évident, mais ça l'est pas toujours. Parfois, on est dans la lutte, on essaie d'essayer de se remonter, mais en fait, il y a un temps pour tout et il y a un temps souvent, parfois, pour être mal. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et se laisser envahir par cette nostalgie, cette tristesse qu'on peut ressentir et l'accepter, pleurer. Ça, il faut pleurer.
Moi, c'est pas dans ma nature de pleurer, mais j'ai compris que être dans la lutte, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc il faut, voilà. Oui, c'est une forme de bienveillance vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire savoir accepter effectivement qu'on n'est pas des surhumains et qu'on a droit à ces temps de faiblesse et que ces temps de faiblesse participent sans doute d'une construction, d'une reconstruction. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait partie du chemin de reconstruction. Voilà, donc il faut vraiment être très conscient des ressources qu'on a, mais aussi de se dire qu'il y a voilà, il y a des moments plus compliqués, mais que ces moments plus compliqués, ils vont nous servir pour être encore plus forts après. Moi, c'est ce que je constate depuis 2 ans. Donc, il Ça, n'y a pas de c'est, raison. Il n'y a pas de raison je que ça. dirais que c'est ma solution, la solution que je peux Oui. proposer. Et non, la solution aussi, mais que ça, je sais que moi, je suis vraiment privilégiée là-dessus, c'est de très bien s'entourer, Oui. que ce soit avec sa famille, ses proches. Vraiment, hein, pour moi, ça a été un moteur euh, de, de, d'être entouré des bonnes personnes. Je dis bien des bonnes personnes parce que quand on traverse des épreuves, c'est vrai qu'on perd des gens qui soit sont pas assez solides pour être là pour nous, soit supportent pas et ça fait partie de la vie et ça aussi il faut l'accepter. Mais ceux qui restent, ils sont très très importants. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir des personnes exceptionnelles autour d'eux, je pense qu'il faut aussi accepter de se reposer sur elles au moins au début un certain temps parce que c'est très très important. Bien sûr. C'est une belle leçon de vie. Alors, ça peut paraître banal comme formulation, mais il y a les leçons de choses et puis il y a les leçons de vie. Et ce que vous venez de brosser là, dans un seul flot, c'est une formidable leçon. J'espère que tout le monde pourra en tirer un bénéfice. Comment on fait pour vous suivre? Parce que là, on se parle de Paris 2024, mais alors on veut avoir de vos nouvelles. Donc, on va sur votre compte Insta. Oui, c'est vrai que maintenant je fais vraiment partager mes aventures entre guillemets, l'aventure 2024 parce qu'il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'étapes avant et puis il y a aussi les petites étapes du quotidien, hein. Je pense notamment à la première fois où j'ai reskié l'année dernière qui était voilà, ça me tenait vraiment à cœur de remonter sur des skis 1 an après l'accident. Donc et tout ça je le partage maintenant sur mon compte Instagram Pauline-du-bas mon nom de famille Déroulède. Et voilà, je réponds aussi à beaucoup de témoignages que je reçois. Voilà, parce que malgré moi, je crois que je suis devenue peut-être une porte-parole d'une certaine souffrance et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des histoires de vie très compliquées, brisées. Et moi, ça me touche à chaque fois qu'on m'écrit et j'essaye d'y répondre du mieux que je peux. Parce qu'on n'est pas tout seul, parce que c'est comme ça aussi qu'il faut se soutenir. C'est l'esprit de la rééducation, c'est l'esprit du paralympisme. Le paralympisme vient d'ailleurs des centres de rééducation, parce qu'on s'est aperçu que le sport était vraiment un moteur de reconstruction pour même des gens qui ne sont pas sportifs à la base. Donc c'est cet esprit d'équipe, en fait. Moi, je dis souvent que je fais un sport individuel, le tennis, mais moi, si je suis pas entourée de mon équipe, de ma team, il y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et voilà, moi je réponds toujours avec grand plaisir à des inconnus qui m'écrivent, qui me partagent leur histoire. Déjà c'est une preuve de confiance et je les remercie pour ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. On va vous suivre, Pauline, et vraiment, je vous remercie pour cet instant partagé, effectivement, qui peut nous aider à sortir plus fort encore. Les audacieuses, elles sont diverses et variées. Je vous invite à écouter la précédente, ou il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, qui s'appelle Oriane Aymar. Je pense que vous avez quelques points communs avec elle. Donc c'est un très joli parcours de vie aussi. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on pourra le faire, mais qu'on puisse se rencontrer entre audacieuses. Alors, je m'exclus évidemment de ce champ-là, mais que vous puissiez en rencontrer d'autres. Ça aussi, c'est une belle famille. Merci infiniment, Pauline. Et puis, on va vous suivre avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour 2024. À bientôt, Pauline. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.